Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 14e épisode de La Page Sensible, j'ai l'immense plaisir de vous proposer la toute première interview du podcast. Et pas n'importe laquelle, car j'y reçois mon amie Louisa, une Italienne qui vit en Suisse, à Zurich, et qui parle très bien français, elle aussi une grande passionnée de lecture et d'écriture. Figurez-vous que nous nous sommes rencontrés en Sibérie alors que nous prenions toutes les deux le transsibérien en solo. Mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de notre passion commune pour une saga contemporaine, L'Amie prodigieuse, une série de 4 romans de l'autrice italienne Elena Ferrante. Ensuite, nous parlerons d'écriture, comme dans chaque épisode du podcast, car Louisa nous racontera son propre projet de roman contemporain, mais également les petites nouvelles d'autofiction qu'elle écrit pour remodeler certains épisodes de sa vie, par exemple quand la fin ne lui convenait pas. Comme nous avions 1000 choses à nous dire sur ces deux sujets, l'épisode sera un petit peu plus long que d'habitude, et je m'excuse par avance si jamais la qualité audio est un peu inférieure aux autres épisodes. Prenez-vous un bon thé, installez-vous confortablement, et laissez-vous bercer par le bel accent italien de Louisa. Bonjour Louisa, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans La Page Sensible. On est là pour se parler de Elena Ferrante et d'une saga qu'on adore toutes les deux, qui s'appelle L'Amie prodigieuse en français. Je vais le dire, attention, je vais massacrer les noms en italien, L'Amica Geniale en italien. C'est bien français. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en quelques mots qui c'est Elena Ferrante pour toi et comment tu as découvert ce livre, de quoi il parle? Alors, en fait, j'ai découvert Elena Ferrante quand elle était déjà devenue très connue. En fait, c'était un succès mondial, je voudrais dire. Et du coup, j'étais ravie que des amis internationaux m'aient conseillé de lire ces livres. Et du coup, je ne l'ai pas découvert, on va dire, par moi-même, mais vraiment par les passe-paroles. On dit comme ça en français? Ah, le bouche à oreille, on dit. C'est rigolo, passe-parole. C'est pas des amis italiens qui te l'ont recommandé alors, c'était des gens qui avaient lu des traductions. Voilà, surtout des Suisses. Et aussi, la première personne qui m'a en parlé, elle venait d'Hollande. Ah du oui. Coup, voilà. Du coup, je ne l'ai pas découvert tout de suite aussi parce que j'habite en Suisse. Du coup, peut-être que je suis soumise par des avertissements un peu différents par rapport à l'Italie. Et voilà. En plus, je dois avouer que j'adore fréquenter des librairies quand je suis en Italie, pas trop à Zurich parce que je ne parle pas vraiment l'allemande. Mais voilà. Et du coup, je l'ai découvert un peu plus tard par rapport à les gens. Et voilà, Elena Ferrante, je suis tombée tout de suite amoureuse. On ne sait pas vraiment qui c'est, l'autrice, parce qu'en fait, personne ne la connaît, elle n'a jamais fait des interviews, et ce n'est pas un vrai nom. En fait, Elena, ça correspond au nom de la protagoniste du livre, même si on ne sait pas si c'est une biographie ou, je ne sais pas, moi, de temps en temps, j'ai pensé que c'est la nièce qui écrit l'histoire de la grand-mère ou une femme plus âgée qui écrit l'histoire de sa vie, parce qu'en fait, les livres, ça parle de l'amitié, de l'enfance jusqu'à la fin de la vie, presque, d'Elena et Lila, qui sont des très bonnes copines. Enfin, pas toujours très bonnes copines, mais elles grandissent dans des quartiers populaires de Naples. Et voilà, et là, c'est un peu l'histoire de leur vie, de comment ils grandissent ensemble et chacun pour ses propres voies. On dit comme ça? Ah oui, chacune suit son chemin, oui. Voilà, chacune suit son chemin, et même si les deux personnalités des deux filles sont très différentes, ils sont toujours très unis dans toutes les histoires et pendant toute leur vie. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé au début, mais c'est une saga de 4 livres, donc c'est aussi ce qui nous permet de suivre
Léna et Lila. C'est vrai qu'alors, je sais jamais dire Lila, Lina. Elles ont toutes les deux un tas de surnoms. Ça, j'ai l'impression que c'est une tradition italienne. Dans ce livre, tous les personnages ont au moins 3 noms différents à cause des surnoms, les diminutifs. C'est C'est vrai, c'est rigolo. vrai. Mais oui, on les suit vraiment pendant, oui, quasiment toute leur vie. Et c'est vrai que c'est un livre qui a eu un succès énorme en France aussi. Bah, moi, comme toi, je ne l'ai pas découvert tout de suite, mais c'était encore en cours de parution quand même en France, hein. Quand j'ai commencé à lire, je crois qu'il y avait que les 2 premiers qui étaient sortis, donc j'ai attendu le troisième et le quatrième impatiemment. Et oui, oui, j'adore cette saga et c'est pour ça que je suis trop, trop contente d'en parler avec toi parce que on s'est rendu compte un peu par hasard qu'on adorait toutes les deux cette série. Donc, c'est une Ouais. super occasion d'en parler avec toi. Et en fait, ça peut être intéressant mentionner que moi, les livres, je ne l'ai pas lu au tout début, je l'ai écouté par audiolivre. Du coup, la première fois, je l'ai tous écouté. La deuxième fois, je l'ai réécouté. Et la troisième fois, j'ai acheté le livre parce que quand même, les styles dans lesquels écrit des livres, c'est assez impressionnant et je voudrais vraiment souligner les passages les plus beaux, les mieux écrits pour moi. Et avec l'audiolivre, dans son temps, j'ai du mal. Ah ouais, ah, c'est génial. Mais du coup, tu l'as toujours écouté et toujours lu en italien, j'imagine. Tu t'es pas amusé à aller voir des traductions Voilà, en italien. Moi, je l'ai lu à moitié en français, à moitié en anglais, pour une raison toute bête. C'est que quand le tome 3 il est sorti en anglais, en fait, il est sorti en France et en anglais à peu près au même moment, et il était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher en anglais. Et du coup, j'avoue, je me suis dit, bah, tant qu'à lire une traduction, je vais lire celui en anglais. Et c'était très, très bien traduit aussi. Enfin, les deux sont vraiment, je trouve, très agréables à lire, la version anglaise, la version française. J'ai jamais testé l'italien, peut-être un jour pour le plaisir. Peut-être pour comme un peu écouter de la musique, quoi. Peut-être l'audiobook alors. Oui, l'audiobook, c'est très beau. En plus, c'est lu par Anna Bonaiuto, ça s'appelle comme ça. Et la voix, Uh-huh. c'est incroyablement charmante. Donc il y a Ils une ont voix pour vraiment, tout le livre, pour tous les oui, 4. D'accord. pour tous les Hmm. quatre. Et la voix, c'est vraiment incroyable. Oui, c'est un peu théâtral. Du coup, je crois qu'ils ont bien choisi aussi parce que les livres, c'était vraiment un énorme succès. Voilà, Oui. je pense qu'ils ont bien choisi aussi la personne qui allait le lire. Ah bah, c'est tant mieux. Moi, j'adore les livres audio aussi, donc je me régale toujours quand ils sont bien faits. Ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est, on l'a un petit peu évoqué, mais pourquoi est-ce que ce livre, ou en tout cas ces 4 livres, tu les aimes autant? Qu'est-ce qui fait que tu les as déjà lus 3 fois, donc si j'ai bien suivi? Ouais. Bon, en fait, je dois dire qu'il y a tellement de choses que j'aime dans ces livres. En fait, que c'est même, oui, c'est même difficile vraiment tout faire la liste parce qu'ils sont vraiment beaucoup. La première chose, c'est vraiment le style, comme Elena Ferrante choisit les mots et c'est vraiment, vraiment bien écrit. Je pense que c'est vraiment le plus grand livre de la littérature italienne contemporaine. Ah ouais. Je pense vraiment aussi pour la profondeur des personnages et la psychologie qu'il y a. Ça, c'est incroyable voir comme Elena Ferrante fait grandir ces personnages et comme les présente et comme les fait interagir entre eux dans un milieu que c'est pas vraiment facile déjà à écrire, que c'est les quartiers populaires de Naples. Oui, c'est très violent, beaucoup de pauvreté, oui. Mm. Voilà. Et aussi, par contre, les faire grandir dans des milieux si différents. Et en tout ça, garder vraiment la nature des personnages, surtout d'Elena, qui aura une évolution dans sa vie incroyable. Elle fonde des quartiers très pauvres et deviendra bien sûr plus riche dans sa vie et sera exposée à différents personnages. C'est très beau voir comme les personnages grandissent et évoluent et maintenant sa nature. Et une autre chose que j'adore, c'est vraiment l'honnêteté avec laquelle Elena Ferrante écrit. Oui, Je crois aussi que le fait qu'elle ait utilisé un nickname, enfin, qu'on ne sait pas qui c'est, oui, elle un a vraiment, pseudonyme. Mhm. oui, elle a vraiment lui permis d'écrire les émotions humaines les plus profondes, qui font voir la jalousie, même s'il y a de l'amitié, qui font voir la haine contre les parents, même s'il y a même, bien sûr, de l'amour. Mm. Et
enfin, il y a tout le temps expliqué comme les émotions sont un contraste entre eux. Et voilà, c'est pour ça que je les trouve vraiment honnêtes. Aussi, pourquoi faire des choix d'amitié plutôt que les autres et faire voir aussi que de temps en temps, il y a des motivations derrière qui ne sont pas toujours motivées par un bon cœur, mais aussi par des nécessités de vie. Oui. Et je pense que c'est ça la force de ces romans, vraiment l'honnêteté d'écrire les sentiments. Parce que c'est vrai que tu mentionnais au début qu'Elena Ferrante, en fait, c'est un pseudonyme. Elle a choisi de rester anonyme malgré son immense succès. Alors, il y a un peu des rumeurs qui circulent, comme quoi ça serait une certaine traductrice. Bon, en fait, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais c'est vrai que le personnage principal s'appelle Elena, la narratrice. Elle est elle-même, bon, je spoil peut-être un petit peu en disant ça, mais on va dire qu'elle écrit, voilà. Et elle va effectivement avoir une ascension sociale qui peut laisser supposer qu'elle pourrait devenir écrivaine. Donc, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que c'est son histoire réelle ou est-ce que c'est un roman totalement fictif? Mais dans tous les cas, que ce soit une fiction ou pas, c'est incroyable à quel point c'est réaliste et à quel point on a envie d'y croire. C'est-à-dire que même si c'est pas vrai, en tout cas, moi je trouve que le pari il est gagné parce qu'on a vraiment envie que ça soit vrai, parce qu'on y croit tellement. C'est super vraisemblant. Oui, et en fait, la raison, peut-être l'une des lesquelles pour lesquelles j'aime aussi ces livres, c'est que les scénarios sur Naples. Et mon père, en fait, ses origines viennent de là-bas, pas Naples, mais vraiment à côté. Je savais Et pas. Ah oui. oui, et du coup, pour moi, ça me rappelle des racines que j'ai pas vraiment eues, mais ça me plaît penser qu'en fait, mon père ou ma grand-mère, ils ont vécu un peu cette expérience. Et moi, j'ai vraiment conseillé ces livres à mon père, que je ne sais pas pourquoi il a lu vraiment tard. Et pour lui aussi, c'était vraiment un coup de cœur parce que je crois que pour lui aussi, il lui rappelle encore plus les histoires de son enfance et de les relations dans les rione, ça s'appelle en italien. C'est quoi les rione? Les rione, c'est en fait les quartiers de Naples se sont séparés par des différents quartiers et un quartier, c'est un rione. D'accord, donc oui, on dit les quartiers un petit peu comme on pourrait dire en français les cités, enfin pour parler d'endroits un petit peu probablement problématiques, quoi. Voilà, Ok. voilà. En italien, elle réfère toujours à Rione. Enfin, quand elle Ah, parle de ses origines, elle mentionne toujours io che venivo da Rione, moi que je venais de Rione. Que c'est vraiment la situation de pauvreté un peu violente où tout le monde il a extrêmement des jugements vers les autres familles, où tout le c'est monde se connaît, oui. Hmm. et on se connaît. Et les Hmm. petites soucis des autres, il crée des jalousies et de temps en temps, on ne sait pas vraiment, c'est les soucis et l'argent vient des activités légales ou pas trop légales aussi, Oui, parce qu'on ne va pas oublier que Naples, c'est aussi connu aussi aujourd'hui par aussi des activités un peu illégales. il y avait une petite question qui n'était pas prévue, mais à toi de voir si tu veux y répondre, hein. Mais je me demandais, comme tu l'as lu 3 fois, moi pour l'instant je les ai lus qu'une fois, mais en fait je sais que je vais les relire. Ça fait partie de ces livres. Quand je les lisais, ne serait-ce que le premier tome, je me disais, ouh là là, je suis en train de lire un de mes livres préférés. Je le sens. J'avais lu 50 pages, je disais, c'est en train de devenir un de mes livres préférés. Donc je sais que je vais les relire plusieurs fois parce que j'aime bien faire ça. Mais toi qui les as déjà lus 3 fois, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées en relisant que tu n'avais pas remarquées au début? Est-ce qu'il y a des choses, tu t'es dit, tiens, ça, j'étais passée à côté? Oui, je pense que j'étais assez touchée en fait en réalisant de l'histoire entre Elena et son amour d'enfance, que ça Hmm. deviendra aussi l'amour de l'âge adulte. Et comment fait ça dérouille et la personnalité de ces personnages, que ça change dans une direction que c'est très réalistique, mais qu'on ne pense pas. Et une fois, quand tu as lu les 4 romans et tu les vas relire, tu commences à voir depuis le début qu'il y avait des petits indices qui laissaient penser que cette histoire se sera terminée dans la façon dans laquelle termine. Je ne vais pas spoiler les livres,
Mais voilà, tu as vraiment des petits indices dans lesquels au début tu penses pas parce que tu es tellement prise par l'histoire d'amour que ça rassemble et tu veux vraiment que ça commence. Mais après, quand tu les vas les lire, c'est un peu différent. Tu dis, ah non, commence pas, tu vois, il fait ça, tu vois. Ah ouais, c'est très intéressant. Bah, du coup, ça me donne envie de le relire plus vite. Mais ça, c'est vraiment. Moi, ça me le fait quand je relis les Harry Potter. Alors, c'est dans un tout autre registre, hein, mais des fois, je me dis, ah là là, il y avait des trucs qu'elle avait prévus vraiment super longtemps à l'avance. Et Oui, c'est vrai que ça aide aussi à la fois, ça lui permet de pouvoir nous surprendre, parce que il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes dans ce livre. C'est ça qui fait qu'ils sont si bien écrits, c'est qu'on ne connaît pas la fin dès le début, mais on y croit parce qu'elle avait préparé le terrain. Elle avait vraiment jeté ces petits indices, ces petits cailloux blancs qui font qu'on se dit, ah, je suis surprise. Et en même temps, on sent que ça n'aurait pas pu être autrement. C'est cohérent, quoi. voilà. Je pense vraiment qu'Elena Ferrante, il a dû écrire toute l'histoire ensemble et après, ils ont partagé le livre en quatre, sinon ça aurait été trop grand. Et en plus, bien sûr, c'est beaucoup mieux pour, ouais, Niveau pour commercial, oui, c'est le sûr. niveau Oui. commercial, bien sûr. Oui. Et si j'étais eux, le régime même partagé 8. Ah oui, bah, ça commence. 8, ça commence. Bah, déjà 4 pour. On va dire que pour ce genre-là de littérature, c'est finalement assez peu courant. Dans la littérature contemporaine moderne, on a assez peu de sagas finalement. Donc oui, oui, ça fait plaisir de voir que même si c'est un format atypique, en fait, le livre est tellement génial que bien sûr, ça a fonctionné, quoi. Et la chose que je trouve la plus géniale est que les livres, bien sûr, ça passe des choses, mais il n'y a jamais des moments, oh wow! Enfin, c'est juste vraiment l'histoire des gens. Oui, il Et n'y a pas de course de voiture avec des explosions et de James Bond et des choses comme ça, oui. voilà, il y a vraiment juste la vie qui te peut surprendre dans certains moments. Et voilà, mais c'est, voilà, comme tu as dit, c'est pas de James Bond, c'est juste la vie qui pouvait prendre une direction, une a pris une autre. Et voilà, et des choses, ça passe. C'est tout simplement l'histoire d'une vie, d'une personne très bien écrite. Mais de temps en temps, je me dis, nous, on a tout des vies, en fait, que même de temps en temps, ça rassemble normal, tranquille. La différence, c'est qu'Elena Ferrante, elle a vraiment écrit une histoire de vie hyper bien, avec une description des personnages incroyable et de temps en temps, voilà, avec une compréhension aussi des personnages que de temps en temps, on n'a même pas nous dans notre vie. Voilà, et c'est pour Oui, ça que c'est un roman, en effet, aussi très psychologique, je trouve. avec beaucoup de subtilité. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas du tout manichéen, au sens où personne n'est complètement gentil ou complètement méchant, même les plus vilains des vilains, parce qu'il y en a des vilains, hein. On est dans les Oui, quartiers de Naples, il y a des vilains, mais même eux, en fait, ils ont une part d'humanité. En fait, oui, c'est des vrais humains complexes, multidimensionnels. Ouais, c'est pas les gentils contre les méchants, quoi. voilà, voilà. Et même la protagoniste elle-même, vraiment, quand elle explique ses sensations et ses sentiments, émotions et tout, tu vois vraiment qu'il y a des choses aussi un peu malignes de temps en temps entre elles. Enfin, elle écrit comme c'était elle, mais de temps en temps, en fait, elle est vraiment douée à écrire comme elle a pris des décisions, voilà, que peut-être ce ne sont pas Pas les meilleurs, oui. voilà, Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que si jamais c'est son histoire, c'est plus facile sous pseudonyme. C'est vrai elle fait des choix contestables aussi, Elena, la narratrice. Et les deux, c'est une histoire d'amitié, mais c'est aussi une histoire un petit peu d'amour et de haine. On se retrouve, on se sépare, on se retrouve, on se sépare. Et les deux vont faire des choses presque impardonnables l'une à l'autre. oui, c'est clair. Mm. Oui, et c'est pour ça que aussi c'est vraiment une histoire super réalistique parce qu'en fait, ça part vraiment des gens. Ouais. Voilà, et comme c'est possible aussi se pardonner et passer des moments où on ne se parle pas, mais après on se retrouve, ça rend ce roman vraiment spécial. Ouais. C'est aussi une histoire de femmes et d'amitié aussi. Et je trouve que c'est très beau que normalement on parle toujours d'amour, enfin, c'est plus souvent qu'on parle d'amour quand on parle de relations tellement profondes. Ces romans-là, en fait, ça parle vraiment d'amitié. Il y a ces deux copines, la relation c'est incroyablement profonde. Je pense que
dans toute leur vie, au final, ni l'une ni l'autre, elle a pu trouver un partenaire pour tellement de temps, mais eux ne se séparent jamais, même s'il y a des hauts et bas, même dans leur amitié, ils restent ensemble toute leur vie, au final. Oui, c'est vrai que finalement, c'est leur plus grande histoire d'amour, c'est toutes les deux. Et même parce que même les parents, c'est pas facile et tout ça. Et finalement, ouais, elles sont chacune le fil conducteur de la vie de l'autre. Voilà. Bon, bah, je suis trop, trop contente vraiment de t'entendre parler de ce livre parce que je trouve que tu en parles tellement mieux que moi en plus. Donc, c'est trop bien. Vraiment, je suis ravie. Et du coup, je t'avais demandé pour préparer le podcast si jamais tu avais envie de nous lire un petit extrait parce que voilà, comme tu l'as lu 3 fois, j'imagine que tu as tes petits passages fétiches. Bon, l'idée, c'était d'entendre un petit peu d'italien. Évidemment, moi, après, je m'occuperai de lire la traduction. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Ah, c'est un extrait qui se passe à quel moment du livre? En fait, j'ai choisi les passages où Elena décide de devenir copine avec Lila. Enfin, c'est vraiment les moments où elle dit cette fille, ce sera ma copine. Et ça, c'est assez génial parce que aussi, tu vois qu'il y a aussi des motivations derrière. C'est juste pas, oh, j'adore, je veux jouer avec elle dans le parc. Non, il y a des raisons derrière. Et du coup, je vais lire un parti que ça fait la partie de le chapitre 7 et le début de le chapitre 8. Donc, du premier livre, quand elles sont encore enfants. Mm-hmm. Qualcosa mi convinse, allora, che se fossi andata sempre dietro a lei, alla sua andatura, il passo di mia madre, che mi era entrato nel cervello e non se ne usciva più, avrebbe smesso di minacciarmi. Decisi che dovevo regolarmi su quella bambina, non perderla mai di vista, anche se si fosse infastidita e mi avesse scacciata. Ça, c'est le début, la fin de le chapitre 7. Et le chapitre 8, ça commence comme ça. È probabile che questa sia stata la mia maniera di reagire all'invidia, all'odio e soffocarli. O, forse, travestì a quel modo il senso di subalternità, la fascinazione che subivo. Certo, mi addestrai ad accettare di buon grado la superiorità di Lila, in tutto, e anche le sue angherie. Génial. Merci, Louisa. Alors, je viens d'avoir la confirmation qu'il ne faut pas que j'écoute le livre audio parce que j'ai rien compris. Est-ce que toi, tu as un accent en italien d'une certaine région ou est-ce que tu as plutôt un italien neutre? J'ai un italien plutôt neutre. Plutôt du nord de l'Italie, alors? C'est plutôt du nord, mais je dirais, j'ai pas trop d'accent. Oui, parce qu'en fait, mon père, ça vient du sud, ma mère du nord. Ah oui, c'est toi qui me disais que ta maman, elle avait un dialecte qui ressemblait un peu au français et qu'elle disait un œuf, non? Un pomme, ça, Elle disait pomme. Un pomme. Ah, trop bien. Bah, merci, Louisa. Du coup, moi, je vais lire la traduction en français. On est donc dans le premier tome, à la fin du chapitre 7 et le début du chapitre 8, c'est-à-dire que ce que Louisa nous a lu, c'est le tout dernier paragraphe du chapitre 7 et le tout premier paragraphe du chapitre 8. Moi, ce que je vais vous lire, c'est une traduction d'Elsa Damien qui est parue chez Gallimard en 2014. Quelque chose me persuada que si je la suivais et lui emboîtais toujours le pas, alors la démarche de ma mère, qui était entrée dans mon cerveau et n'en sortait plus, cesserait de me menacer. Je décidai que je devais copier cette petite fille et ne jamais la perdre de vue, même si cela l'agaçait et si elle me repoussait. Chapitre 8. Telle fut sans doute ma manière de réagir à l'envie et à la haine et de les étouffer. Ou peut-être déguisais-je ainsi mon sentiment de n'être qu'un second rôle et la fascination que je subissais. Quoi qu'il en soit, je m'habituais à accepter de bon gré la supériorité de Lila dans tous les domaines, ainsi que ses vexations. Si tu es d'accord, on peut faire comme quand je suis toute seule dans le podcast, c'est-à-dire passer de la lecture à l'écriture, une transition qui se fait assez naturellement pour moi, mais aussi pour toi, je crois. Parce que une des raisons pour lesquelles on adore papoter toutes les deux, c'est qu'on parle beaucoup de lecture, mais on parle surtout beaucoup d'écriture. Toi, quel est ton rapport à l'écriture? Est-ce que tu écris des choses? Et quand tu en écris, qu'est-ce que tu écris? En fait, j'écris depuis que je suis petite. Ça m'a fait ressentir très vieille, mais mon premier roman, je l'ai écrit avec la machine à écrire. C'est vrai?
Oui, parce qu'en fait, j'ai 37 ans et les premières choses que j'ai commencé à écrire, je venais de commencer à écrire. Je pense que j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Et du coup, j'avais trouvé la machine à écrire de ma maman. Les premières, je l'ai écrit avec une vraiment vieille et après, ils m'en ont trouvé une un peu plus professionnelle. Et voilà. Et du coup, mes premières racontes, parce que c'était des petits racontes, je les écrivais à la machine. Et après, je les ai à ma famille, mes oncles, mes tantes, quand ils venaient nous trouver à la maison. Je faisais des petits shows. Ah ouais, tu prenais tes petites feuilles que tu avais écrites à la machine et tu leur lisais à voix haute, tu leur faisais la lecture? Et je faisais la lecture, voilà. C'est trop mignon. Et en fait, je pense que c'était une envie d'écrire. C'est né depuis que je suis vraiment petite parce qu'en fait, je savais même pas lire. J'ai demandé à mon père, je me rappelle, à dimanche, ma mère allait à la messe parce qu'elle est religieuse, très italienne, activité à faire le dimanche. Et moi, je restais chez moi avec mon père et il me lisait des poésies, des petites poésies que moi, je prenais par cœur et après, je les disais à ma mère quand elle rentrait. Et en fait, ça, c'était mon première approche à la lecture, même quand je savais même pas lire. Je voulais vraiment retenir les choses écrites sur le papier. Et quand j'ai les premiers jours d'école élémentaire, ça, c'est un de mes premiers souvenirs d'enfance. La maîtresse, il a nous demandé de dessiner qu'est-ce qu'on voulait faire quand on sera devenus des adultes, des grandes. Et moi, je me rappelle encore mon dessin. C'était un grand livre parce que je voulais devenir écrivaine et j'avais dessiné l'Inde, la nation des Landes, même si aujourd'hui je suis pas vraiment allée. Je voulais aller à Nantes, mais je pense que c'était parce que je voulais voyager. Et du coup, l'Inde, à l'époque, peut-être quand j'avais 6 ans, ça me rappelait un endroit très loin. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup aussi voyagé. C'est vrai, oui. On s'est rencontrés. Et du coup, je pense que j'avais des idées claires depuis que je suis petite. Mais c'est incroyable que tu racontes ça parce que je crois que j'ai eu cette conversation ce week-end avec une de mes amies d'enfance que je connais depuis que j'ai 10 ans, que j'adore. Je la salue, Chloé, parce qu'elle écoute toujours le podcast. Trop mignonne. On parlait de ça et je me rendais compte en fait que finalement, moi aussi, j'ai toujours su, j'ai attendu d'avoir presque bientôt 30 ans pour vraiment décider ce que je voulais faire. Mais en fait, quand j'avais 6 ans, si on me demandait ce que je voulais faire, je disais, bah, moi, je voudrais être écrivain et je voudrais être animatrice radio. Ah, parfait. Donc, en fait, on est bien. Je voulais aussi être cuisinière. Mais bon, voilà, je cuisine tous les jours pour moi. Voilà. Donc, oui, c'est drôle. En fait, les enfants savent. Il faut écouter les enfants. Je pense vraiment, oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'on le sait depuis qu'on est très petit et je pense que l'unique raison pour laquelle on est décidé de temps en temps, c'est qu'on est exposé à des autres inputs, des autres... Oui, d'autres opinions ou d'autres... oui. Oui, quand on grandit et tous les gens vont conseiller ou voient des choses en nous que peut-être, voilà, pour nous, c'était pas en priorité quand on était des enfants. Et je me rappelle aussi quand c'était le moment de décider l'université que je devais faire. En fait, j'étais, je dirais, un bon élève. Mais bien sûr, comme je viens d'un petit village en Italie, mes parents et mes professeurs me conseillaient d'étudier de l'économie au droit parce que c'est la chose là, voilà, qu'on pense que tu amènerais plus d'argent plus tard et du coup, voilà, c'est la chose importante. Bien sûr, l'argent, voilà. L'argent. Et du coup, moi, je me rappelle, j'étais très indécidée parce qu'au final, je pouvais choisir un peu l'université que j'aurais voulu. Mais au final, comme j'étais tellement confondue, tout le monde avait des opinions, je me dis, OK, mais moi, qu'est-ce que je voulais faire? Et je me suis rappelée de ces dessins quand j'étais petite et je dis, OK, je voulais faire l'écrivain et je voulais voyager. Et du coup, j'ai décidé d'étudier journalisme. C'est comme ça que j'ai choisi journalisme, même si à la fin, aujourd'hui, je suis pas journaliste, j'ai fait un autre boulot, beaucoup plus dans les business, mais voilà, la chose la plus importante, elle a gagné à la fin. Mais voilà, je pense que, comme tu as dit, on sait qu'est-ce qu'on voudrait faire, même si au final, on prend des autres directions. Et puis, on met aussi très longtemps à s'y autoriser. Mais donc là, si j'ai bien suivi, en tout cas, des échanges qu'on a eus, tu commences quand même à revenir à tes premières amours de l'écriture. Parce que oui, tu dis que tu travailles dans le business, mais moi, je sais que tu passes aussi quand même beaucoup de temps à travailler sur un gros projet. Est-ce que tu as envie de nous en dire quelques mots ou c'est encore trop secret? Ah, non, c'est pas secret.
Oui, c'est vrai que dernièrement, j'ai vraiment cette idée et ce désir, c'est surtout un désir de finalement écrire un livre. Et du coup, j'ai commencé à faire les projets du roman, aussi aidé par toi, qui m'a conseillé des podcasts, m'a donné des conseils d'écriture. Et aussi grâce à ton coaching un peu, que tu me mets de la motivation et tu m'as fait sentir que je peux faire ça. Ah bah oui, j'en suis sûre, j'en suis 100% persuadée. J'ai trop hâte de lire ton livre. Et j'espère qu'un jour, je l'écrirai pour de vrai. Parce que comme je te disais, pour le moment, j'ai fait tous les projets, c'est tout dans ma tête. Je me trouve plusieurs fois dans ma journée à penser avec la voix du narrateur. Mais c'est énorme Mais, ça c'est incroyable. oui, c'est comme c'est dans moi, mais maintenant, je dois vraiment prendre les temps et les mettre sur les papiers. Voilà. Oui. Et Mais peut-être. tu as déjà un plan, tu sais déjà ce qui va se passer dans l'histoire, et ça t'est pas venu en une heure. En fait, tu as déjà énormément travaillé, finalement. Je dois vous dire que j'ai travaillé, pas énormément, mais j'ai vraiment dédié du temps pour mettre la structure. Après, c'est ma tête qui travaille énormément quand j'ai fait des balades ou quand j'ai du temps libre, mais je suis pas vraiment devant l'ordi parce que je suis devant l'ordi pour mon boulot et du coup, dans tous les temps libres, c'est pour ça que je pense que les livres, c'est clair dans ma tête et maintenant, il faudra vraiment se poser et les mettre sur les papiers. La moitié du travail est faite. Je sais plus qui c'est qui disait que faut beaucoup de temps perdu pour écrire un roman. Il faut de la rêverie. En fait, tout ce travail que tu fais quand tu te balades, quand tu réfléchis, ou juste quand tu es en train de te faire à manger et que tu entends la voix de la narratrice dans ta tête, bah ça c'est un travail d'écriture. Oui, j'espère un jour, en fait, que tout ça, oui, ça pourrait rentrer dans un livre. Voilà. Super. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu de quoi ça parle ou c'est trop Non, je voudrais, en fait, aussi, je voudrais écrire une histoire de vie. C'est un peu aussi pour ça que je pense que j'adore Elena Ferrante. Et les livres, ça se parlerait principalement d'une histoire d'amour, mais aussi d'amitié, mais sur un sujet que je trouve que c'est plutôt récurrent dans ma vie, ou que ça arrive de plusieurs voies, moi. La manipulation. Je voudrais parler de la manipulation. vaste sujet, très actuel, très intéressant. De la manipulation et de l'envie des gens d'avoir succès. D'avoir du succès. D'avoir du succès, oui. Je ne sais pas ce que je dis, mais... T'as pas dit succès. D'accord, mais c'est génial. Bah, oui, c'est vrai qu'on retrouve des thématiques assez proches de ce que traite Elena Ferrante dans L'Amie prodigieuse. Donc oui, je comprends que ces livres te parlent autant. C'est drôle parce que moi, en ce moment, je chronique beaucoup de livres pour le podcast, tous mes livres préférés. Et en fait, à chaque fois que je chronique un livre et que je vois un peu de quelle thématique il parle, je me rends compte que c'est des thématiques très, très, très proches de celles que j'ai abordées dans mes deux romans. Et en fait, je me dis, ah, mais il n'y a pas de hasard. Et je l'ai fait inconsciemment. C'est-à-dire que inconsciemment, dans mes romans, j'ai parlé de ce qui m'a touché dans les livres que j'ai aimé lire. Mais j'ai pas fait exprès, en fait. Et c'est juste, à chaque fois, je me dis, ah, tiens, mais ça, on le retrouve dans mon livre. Ah, mais ça, cet aspect-là, on le retrouve aussi. On fait que se nourrir et s'inspirer tout le temps, quoi. C'est vrai. Et moi, dernièrement, j'ai rencontré des gens qui sont aussi très, très passionnés à parler de ces sujets-là et qui veulent partager leur expérience. Et c'est pour ça que aussi je trouve, oui, que ça pourrait être une thématique intéressante. Aussi, je voudrais vraiment mettre un focus aussi sur la relation entre hommes et femmes, de comme les relations d'aujourd'hui sont en train de changer, mais que quand même, comme voilà, les mots masculins, quand même, il a toujours une sorte de contrôle sur les mots féminins. C'est drôle, je suis en train de lire un livre. Attends, je vais te le montrer. Et, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Mona Chollet. Non. C'est une essayiste, elle est journaliste, écrivaine française. Elle a eu beaucoup de succès pour un livre qui s'appelle Sorcière, la force invaincue des femmes, où elle parle justement, de toute façon, elle parle toujours de féminisme. Et là, ma copine, elle m'a prêté Réinventer l'amour. Ça parle de ça, en fait. Le sous-titre, c'est Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Mm-hmm. Bon, parenthèse fermée. Mais oui, je suis aussi beaucoup dans ces questionnements-là en ce moment.
Alors bon, on va dire que c'est la dernière question pour aujourd'hui parce que sinon on va parler toute la nuit, je nous connais. On en est capable. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'écriture, quand tu écris, que ce soit des choses qui ne sont pas de ton roman ou quand tu travailles à ton roman? Est-ce que ça t'apporte de la joie, de la réflexion? Euh, pour moi, c'est beau écrire. C'est vraiment comme faire une balade. Ça me permet de passer un bon moment avec moi-même. Voilà. Et comme je regarde pas trop télé, pour moi, c'est vraiment les moments où je me peux relaxer. Et je dois avouer que dans les moments difficiles, c'est pas juste un moment qui me ramène des joies, mais c'est aussi un peu une écriture thérapeutique. Thérapeutique, tout à fait. Thérapeutique, voilà, parce que en écrivant les choses qui me se sont passées ou les écrivant par la vision des personnages, ça me permet de trouver des débuts et des fins pour des histoires que j'ai pas trop compris. C'est très bien, tant que ça passe des moments que je comprends pas trop bien, que je suis pas, peut-être que je suis pas très contente de comment se sont passées les choses, j'étais pas trop contente des les choix que j'ai faits ou des choses comme ça. J'adore les écrire parce que je trouve toujours des explications que je n'avais pas vues et surtout vraiment les débuts et la fin, ça permet d'écrire D'accord. une histoire et la fermer. C'est génial. Et du coup, ça, c'est donc plutôt quand tu écris dans ton journal, juste pour toi. Et aussi des short stories. Comme ça, de temps en temps, je me trouve à écrire des petits short stories. Des Oui, c'est petites par nouvelles. rapport à les romans. Et c'est vraiment quand j'écris juste pour moi-même et parce que j'ai envie d'écrire. J'ai un peu du mal à écrire mon journal parce que, je sais pas, je l'ai jamais écrit et j'aime pas trop. C'est pour ça que je préfère écrire des histoires que ce sont un peu similaires les choses que ça me passe, mais écrites un peu. D'accord, donc un peu autofiction en fait. Tu pars d'une expérience réelle et tu vas faire une petite fiction. Et toi, ça te permet, dans ta vraie vie, d'en tirer des bénéfices de compréhension, de guérison peut-être. Voilà. Et de temps en temps, j'écris des lettres. Dans le passé aussi, je suis une personne romantique, un peu italienne. Et à un moment, je me rappelle, j'avais un copain italien, enfin, bon, je n'ai pas eu beaucoup des amoureux italiens qui pouvaient comprendre ce que je voulais leur écrire. Et j'adorais, et puis il était aussi un garçon très romantique. Je lui écrivais des grandes lettres, des longues lettres d'amour, surtout quand j'ai voyagé. Et Ah, c'est juste pas un cadeau que tu peux acheter. C'est une chose personnalisée dans laquelle tu investis du temps et quand tu penses à ça, c'est parce que tu penses là à la personne et du coup, je pensais c'est beau et ça me donnait du bonheur. trop bien. Oh là là, quel vénard, quel vénard. Trop bien. Eh bien, écoute, il restait une dernière question sur les difficultés, mais est-ce qu'il y a des choses qui te semblent un peu difficiles? Est-ce que des fois l'écriture te pose des soucis? Ouais, pour moi, comme je te disais avant, pour moi, les plus compliqués, c'est commencer à écrire un roman grand parce que j'ai toujours écrit des petits romans, enfin, maximum 5 pages. Des nouvelles, donc. Mhm. Des nouvelles, oui. Et pour moi, la difficulté, c'est vraiment, même si j'ai un projet et tout commencé à écrire, je pense parce que je suis toujours un peu inquiète par le fait que je sais je devrais dédier beaucoup de temps, être très focus. C'est comme si d'un côté, je savais, OK, là, je vais le faire. Et de l'autre côté, c'est comme, oh, je dois par contre m'y mettre sérieusement. Et après, je devrais être très concentrée. Ça, pour moi, c'est vraiment les plus grands obstacles. M'y mettre à écrire Oui, voilà, les choses que j'ai dans la tête. je comprends bien. C'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, ça paraît insurmontable. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Après, moi, je trouve que tout ce que tu as fait déjà, je trouve que tu as déjà bien avancé sur le chemin vers un roman fini avec tout le travail que tu as fait aussi de te former, de réfléchir. Je sais que tu as lu l'anatomie du scénario, que j'adore, pour voir comment est-ce qu'on peut structurer une histoire. Et c'est vrai que c'est des petites étapes. Faut se concentrer sur les petites étapes. Mais je suis sûre que une histoire qui te lâche pas comme ça, elle va forcément, un jour, elle va forcément t'obliger à, à rester assis sur une chaise pendant quelques heures. Ouais, c'est vrai on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Voilà. Mais je te comprends bien. Ouais, c'est sûr que
Oui, je suis bien placée pour savoir que c'est beaucoup de temps et d'énergie, mais j'ai l'impression en tout cas que tu as l'air d'avoir une vraie motivation. Donc, je suis bien curieuse de voir comment ça va continuer cette histoire. J'ai vraiment très, très hâte. Je veux absolument être une de tes premières lectrices. Mon plus gros problème, c'est que maintenant, il faut que j'apprenne l'italien. Ça va être un petit souci. Oui, je vais les traduire avec Google Translate. Oui, voilà. Je suis sûre que ça sera très beau. Je crois que cette interview touche à sa fin, ma première interview. Je suis trop, trop, trop contente de l'avoir faite avec toi. Vraiment, c'était trop un bonheur de te parler, Louisa. Oui, c'était très beau. Mais merci beaucoup aussi pour m'avoir sélectionnée comme la première interview. Ah bah ça, j'ai pas hésité une seconde. Oh, merci. Merci. Ciao Ella. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 14 de la page sensible. J'espère de tout cœur que ce format d'interview vous a plu parce que de mon côté, j'ai adoré faire ça. Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration ? Je serais ravie de recevoir vos commentaires sur le blog du podcast ou bien directement sur Insta, @lapage-sensible, tout attaché. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un romancier prolifique et cher à mon cœur, un autre de mes tontons de l'écriture, le délicieux Daniel Pénac. Je vous présenterai en particulier Journal d'un corps, qui n'est pas son roman le plus connu, mais indéniablement un de mes petits chouchous. À très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.